Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de révision pour le bac d'histoire 2017. C'est encore moi qui vais vous emmener sur les chemins historiques qui vous permettront d'obtenir la meilleure note possible pour votre bac cette année. On va aborder ici donc le deuxième chapitre du thème sur les idéologies et les opinions en Europe depuis la fin du 19e siècle. Et nous, on va plutôt s'intéresser aux médias et à l'opinion publique dans les grandes crises de la République, donc en France, depuis l'affaire Dreyfus, toute fin du 19e siècle, jusqu'à nos jours. Alors, pour aborder ce thème qui est très intéressant, vous en conviendrez, mais qui parfois fait appel à des connaissances ou à un champ de réflexion qui n'est pas forcément celui de votre quotidien, au moins à la fin du 19e siècle par exemple. Nous allons organiser cette vidéo comme d'habitude finalement en 3 temps. D'abord avec une petite réflexion sur l'essentiel de ce que vous devez connaître, ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire le questionnement central, à quoi vous devez répondre, et les 2 grands termes qui sont fondamentaux pour bien maîtriser ce sujet. Ensuite, on verra les différents enjeux du chapitre. Là, ce sera une lecture chronologique où on va passer en revue finalement ces différentes crises et où je vais essayer de vous éviter de faire un impair ou de mal comprendre quelque chose en vous donnant l'essentiel des informations, encore une fois. Et à la fin, pour terminer en beauté, on évoquera ensemble, si vous le voulez bien, les différentes erreurs à éviter, les petits bonus que je peux vous donner et les chances qu'a ce sujet de tomber au bac. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc avec la première partie de cette vidéo qui concerne donc l'essentiel à connaître sur médias et opinion publique en France depuis l'affaire Dreyfus. La problématique centrale du sujet ici, alors elle est liée finalement à un autre chapitre que tout L ou ES connaît bien évidemment. Ce chapitre, c'est un chapitre sur le syndicalisme, le communisme et le socialisme en Allemagne. Ici, la problématique centrale, donc qui revient un petit peu sous un autre aspect de ce sujet, c'est quel est le poids de l'idéologie, mais surtout quel est le poids de l'opinion publique dans les pays industrialisés depuis la fin du 19e siècle. Le sujet est orienté spécifiquement pour la France sur les rapports que peuvent avoir les médias à l'opinion publique. Finalement, comment les médias influencent l'opinion publique, comment l'opinion publique interagit avec les médias dans un système démocratique. Parce que finalement, on parle bien des grandes crises de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début des années 1870, la France est sous un régime républicain démocratique. Ça va être le cas malgré la brève interruption de Vichy jusqu'à nos jours. Et donc du coup, dans ce contexte démocratique qui est censé être un contexte de libération et de libéralisation des médias, comment ces médias interagissent avec l'opinion publique et comment l'opinion publique perçoit-elle les médias. Pour répondre à cette question très importante que vous devrez toujours garder en tête quand vous allez répondre à votre sujet du bac, on va définir les 2 termes essentiels. Le premier terme ici qu'il faut maîtriser, c'est média. L'étymologie du terme montre bien ce qu'est un média. C'est donc finalement l'ensemble des techniques, l'ensemble au-delà des techniques, je pense à la radio, la télévision, la presse écrite, mais aussi, donc justement pour la presse écrite, l'ensemble des supports de diffusion de l'information et de la culture auprès de la population. En fait, c'est les différents moyens, les différentes manières de faire parvenir l'information à l'ensemble de la population et au-delà de l'information, la culture en règle générale. L'ensemble de la population, elle est incarnée ici par un autre terme, le terme d'opinion publique. On parle d'opinion publique pour parler en fait de l'ensemble des idées, l'ensemble des valeurs, l'ensemble des convictions qui vont être communément admises par la population. Il ne faut pas y voir quelque chose d'hégémonique. Une opinion publique, elle est souvent contrée et elle a souvent des opposants. Vous l'avez vu avec le thème sur les mémoires, que ce soit de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, peu importe ce que vous avez traité, il y a évidemment dans cette opinion publique des voix divergentes. Il faut quand même avoir en tête que cette opinion publique, elle va jouer un rôle de plus en plus important, rôle qu'on perçoit évidemment aujourd'hui, notamment avec le poids critiqué, il est vrai, des sondages dans les élections présidentielles, mais pas seulement. On avance donc et on va maintenant évoquer ensemble les enjeux de ce chapitre, c'est-à-dire qu'on va essayer de mener ensemble une lecture chronologique de la période pour essayer de voir quelles sont les évolutions, parce que c'est comme ça qu'on a une bonne note au bac d'histoire. Alors, les grandes périodes, elles commencent avec l'âge d'or de la presse écrite. Cet âge d'or, on l'a mis ici de 1898 à 1945. Ça fait une grande partie. Souvent, c'est la partie que vous maîtrisez le moins. Donc, ça vous permet ici de donner beaucoup d'informations aux correcteurs. Il faut bien comprendre pour rentrer dans le vif du sujet qu'au 19e siècle, selon les régimes, que ce soit des monarchies ou des empires, la presse a bénéficié de très peu de liberté. Elle était extrêmement contrôlée via un système notamment de censure.
Mais tout change sous la Troisième République. En 1881, il y a une grande loi très importante qui est la loi qui donne justement une grande liberté de la presse, une liberté d'impression et de diffusion des journaux. Du coup, forcément, entre 1880 et 1914, le tirage des journaux est multiplié par 3. C'est le moment, et ça va jouer son rôle évidemment, où apparaît la très grande presse quotidienne, le Petit Parisien, le Matin, le Petit Journal, qui vont tirer pour certains jusqu'à 1 million d'exemplaires avant la guerre. C'est des chiffres qui feraient rêver les journaux actuels. Au-delà de ces grands journaux, parce que ça c'est des journaux qui sont des quotidiens, qui coûtent très peu cher et qui finalement ne sont pas des journaux politiques, chaque mouvance, chaque parti politique, même s'il est un peu tôt pour parler de parti politique, a son journal qui est un moyen de diffuser ses idées. Vous connaissez évidemment, puisque nous allons parler ensemble de l'affaire Dreyfus, vous connaissez l'Aurore qui est le journal fondé en 1897 qui incarne la mouvance radicale de gauche, donc plutôt de centre-gauche. Mais il y a aussi en 1904 la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, qui va avoir son journal avec des fondateurs très, très célèbres comme Jean Jaurès par exemple, qui s'appelle L'Humanité, qui existe encore aujourd'hui. Le centre droit, le Figaro, qui existe depuis au moins 1826, même s'il y a eu des interruptions. On voit bien que chaque mouvance doit avoir son journal. Et l'affaire Dreyfus qui commence, qui est donc une affaire politique et médiatique très importante dans l'histoire de France, elle va commencer notamment parce qu'en 1814, le Figaro, donc j'évoquais à l'instant, évoque une enquête qui commence à être menée en France suite à une affaire d'espionnage au profit de l'Allemagne. Et c'est notamment un journal qui va jouer un grand rôle, un journal qui s'appelle La Libre Parole. La Libre Parole, c'est un journal antisémite qui est dirigé par l'auteur d'un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle La France juive. Cet auteur, c'est Édouard Drumont. C'est ce journal-là qui va relayer les accusations qui vont frapper Alfred Dreyfus et qui vont mettre en avant le fait que c'est probablement Alfred Dreyfus le coupable de cette affaire d'espionnage. En 1898, c'est via l'Aurore, le journal radical donc, où se trouvait notamment Clémenceau, qu'Émile Zola va lancer son grand appel « J'accuse », qui a évidemment marqué les esprits et qui est même rentré dans le langage courant. Le journal avait d'ailleurs à cette occasion été tiré à 300 000 exemplaires, ce qui est 10 fois plus que son tirage normal. La presse joue donc un rôle via les caricatures, via les articles d'opinion, un rôle énorme dans l'affaire Dreyfus et va contribuer à cette espèce de cristallisation du conflit, à cette opposition entre deux France, les Dreyfusards qui ont leur presse et les anti-Dreyfusards qui eux aussi ont leur presse. Évidemment, c'est donc une période où la presse écrite joue un rôle majeur, où la presse écrite est extrêmement mise en valeur. Néanmoins, après la Première Guerre mondiale, on avance dans cette partie, on voit bien que l'expansion de la radio va jouer un rôle de plus en plus important et va limiter progressivement le poids de la presse écrite. Pourtant, elle joue encore un grand rôle dans deux grands événements, deux grandes crises que vous avez sans doute étudiées. Il y a d'abord la crise du 6 février 1934 avec une manifestation à Paris à l'appel des ligues de droite et d'extrême droite. Ces ligues, elles avaient notamment été réunies par le journal L'Action française, que je n'ai pas évoqué, mais qui existait déjà au début du XXe siècle. L'Action française, qui est un journal d'extrême droite, proche des milieux royalistes. Une émeute aura lieu en 1934, place de la Concorde. Il y aura 15 morts et 1500 blessés. C'est un événement, une crise extrêmement forte qui montre les tensions qui traversent la société française dans les années 30. Et comme toujours, dans cette crise extrêmement forte de la République, notamment dans cette crise qui menace la République, on retrouve le poids de la presse écrite. Si on avance un petit peu dans le temps, en 1936, c'est le Front populaire et c'est donc les grandes réformes sociales menées par ce gouvernement d'alliance de la gauche française. Sous le Front populaire, la presse joue évidemment un rôle, c'est le cas de l'Humanité qui va avoir un poids important, mais c'est le cas aussi de l'opposition et notamment de l'opposition d'extrême droite. Je pense ici notamment, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette crise républicaine majeure, au journal qui s'appelait Gringoire, qui est un journal d'extrême droite, qui a vu notamment passer des plumes célèbres de l'extrême droite, comme Béraud par exemple. Ce journal d'extrême droite va entraîner le suicide d'un ministre du Front populaire, Roger Salengro. En effet, il y avait une campagne diffamatoire qui avait été menée contre lui et dans sa lettre de suicide, il exprime clairement le poids qu'a eu la presse écrite. On voit bien que quand la République est menacée, quand la République est attaquée, mais aussi pour la défendre, la presse écrite a un poids énorme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette presse, que ce soit la radio ou la presse écrite, va être extrêmement contrôlée. On peut quand même citer l'opposition médiatique qu'il y a eu entre d'une part les organes officiels du régime de Vichy, Radio Paris, Radio Vichy, et la BBC qui diffusait sur le territoire français. On pense notamment, parce que si on doit parler du poids des médias et de leur relation à l'opinion publique, on pense évidemment à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.
On est donc dans un premier temps, l'âge d'or de la presse écrite, un moment où la presse a un énorme poids, elle est même critiquée pour ça, notamment pour son rapprochement avec les parlementaires de la Troisième République, dans une période où la presse a un énorme poids sur l'opinion publique. Dans un deuxième temps, les médias vont devoir faire face aux crises des années 50 et 60. Après 45, la presse écrite est en déclin. La télévision se développe dans les années 1950 et va prendre son essor dans les années 1960. La radio reste essentielle pour beaucoup de Français. Il faut quand même savoir, et ça va jouer son rôle par la suite, que radio et télévision sont sous le contrôle de l'État. En 1964, il y a la création de l'ORTF. L'ORTF, c'est un nom qui vous rappelle des choses ou qui vous fait plutôt penser à vos grands-parents. Il s'agit de l'Office de radio-télévision française. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, de toute façon, les organes de diffusion étaient sous le contrôle de l'État. Et donc, du coup, forcément, dans ce contexte-là, les crises vont avoir une résonance particulière dans les médias. On va en choisir deux ici, les plus importantes. La crise du 13 mai 1958. En 1958, on est au cœur de la guerre d'Algérie. On est dans un moment de basculement pour la 4ème République qui est extrêmement critiqué, notamment dans les médias. Et les événements, donc avec cette tentative de prise de pouvoir du comité de salut public à Alger dans un contexte de guerre d'Algérie, ces événements vont être vécus en direct par les Français via la radio, et notamment les échos des déclarations du général de Gaulle qui se déclare prêt à revenir au pouvoir parce qu'il était parti du pouvoir, parce qu'il ne reconnaissait pas cette 4ème République. La 5ème République naît justement dans cette importance de la radio, dans cette importance de la diffusion d'informations. Pendant tout son mandat, ses mandats successifs de président, le général de Gaulle va beaucoup utiliser les interventions télévisées, va beaucoup utiliser la radio, il va beaucoup jouer de ce rapport, du rapport direct que permettent les médias à l'opinion publique, mais cela va aussi se retourner contre lui. On avance de 10 ans, crise de mai 1968, je vous le rappelle, dès le 2 mai, l'université de Nanterre est occupée. Dès le 13 mai, il y a une grève générale et en fait, la radio va être le média privilégié. Il y a notamment le développement du transistor. On écoute sur les barricades parisiennes, les étudiants écoutent la radio. Ils écoutent notamment RTL, déjà RTL qui est Radio Télé Luxembourg, et Europe 1, puisque Europe 1 émet depuis l'Allemagne, RTL émet depuis le Luxembourg, et donc ils ne sont pas soumis au contrôle et à la censure de l'État français qui marque l'ORTF. Et donc évidemment, leur compte-rendu des événements est énormément suivi. L'opinion publique est très marquée par le poids des médias. L'ORTF étant censurée, elle va se mettre en grève, et cela va entraîner, après la fin de la crise de mai et même de juin d'ailleurs à ce moment-là, 1968, un fort plan qui va faire partir de nombreuses personnes, et une grande partie du personnel est licencié ou déplacé. Et donc finalement, dans les crises des années 50 et 60, les médias jouent un rôle fondamental, et notamment la liberté des médias est très importante pour l'opinion publique. On passe maintenant à la période qui va de 70 à nos jours, avec des médias traditionnels de plus en plus critiqués. Dans les années 70, notamment en 1974, c'est la fin de l'ORTF, vers le développement des radios libres, avec la fin du monopole de l'État en 1982, la création de Canal+, qui est une chaîne privée, le rachat de TF1 par Bouygues, autorisé par l'État en 1987, où on va avoir finalement une liberté de plus en plus accrue pour les médias. Pourtant, une autre crise républicaine majeure, avec l'arrivée d'un parti d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle en 2002, va entraîner de nombreuses critiques à l'égard des médias qu'on appelle maintenant les médias traditionnels, avec la presse écrite, la radio, la télévision. Et on voit dans les années 2000 se développer finalement de nouveaux médias qui vont avoir un impact très différent sur l'opinion publique. Je parle évidemment d'Internet, je parle des blogs, du microblogging, des réseaux sociaux et même des sites directement d'accès en ligne, qui fait que l'opinion publique prend finalement son essor, elle se rapproche des médias et les médias traditionnels de ce fait sont de plus en plus critiqués. Après ce bref retour finalement sur la chronologie, je vous invite à écouter mes petits conseils pour réussir l'épreuve. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas être réducteur. Certes, les médias influencent l'opinion publique, mais il faut bien avoir en tête tout au long de sa réflexion sur le sujet que l'opinion publique, évidemment, s'incarne dans les médias, qu'elle influe sur les médias. Il faut toujours contextualiser. Il faut bien comprendre que la presse écrite n'a pas du tout le même poids aujourd'hui qu'elle avait à la fin du 19e siècle. De même, la radio, telle que vous la connaissez aujourd'hui, avait un rôle beaucoup plus important. Et donc, il faut toujours garder ça en tête pour bien comprendre le poids, par exemple, que peut avoir un article de Émile Zola dans l'Aurore. Enfin, il faut bien
éviter d'être déterministe. C'est pas parce que la télévision se développe que la radio n'existe plus. C'est pas parce qu'Internet se développe que la télévision n'existe plus ou qu'elle n'a pas d'importance. Je rappellerai de ce point de vue-là le rôle joué par le Canard enchaîné, qui était quand même un journal qui a été créé en 1915 pendant la présidentielle française de 2017, avec notamment les révélations sur ce qui a pris le nom d'affaire Fillon. Comment gagner des points et comment terminer cette vidéo. L'information en plus, elle est un petit peu dans la même veine. C'est bien, mais elle reprend un peu le contre-pied de ce que je viens de dire. C'est bien grâce à un média uniquement sur Internet payant, Mediapart, que le ministre du budget, Jérôme Cahuzac, a été destitué en 2013. C'est Mediapart qui avait révélé cette affaire de fraude fiscale très importante. On voit bien que les médias jouent un grand rôle dans leur rapport à l'opinion publique. D'ailleurs, de nombreuses accusations portées par l'un ou l'autre des candidats sur le poids des médias dans l'élection présidentielle prouvent bien que si le temps passe, il faut quand même garder en tête qu'il y a une relation intime entre les médias et l'opinion publique. Ce sujet est tombé en 2016 en composition, en dissertation. Attention, il ne faut pas faire d'impasse, ça on ne le répétera jamais assez, notamment parce qu'il est tombé en 2017 à Pondichéry dans les premiers sujets du bac. S'il tombe, il faudra répondre au sujet suivant. En vous appuyant sur les exemples étudiés en cours de l'année, c'est important, vous traiterez le sujet suivant, médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus. Vous voyez bien que, encore une fois, c'est un sujet qui va être posé de manière très large et donc il va falloir en dégager les grandes évolutions. Il va falloir garder toujours en tête de réfléchir sur l'interaction entre les médias d'une part, l'opinion publique d'autre part et puis évidemment les événements politiques majeurs qui ont eu lieu. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations, vous avez toutes les cartes en main pour réussir parfaitement un sujet de composition ou même d'étude de documents sur ce thème.